Bonsoir et bienvenue dans cette émission Table Ronde. Aujourd'hui, Table Ronde est en duplex à partir de Kinshasa, mais avec un invité qui se trouve à Bruxelles. Et dans cette émission aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai avec un confrère journaliste, Jean-Paul Kayembe, qui lui se trouve à Paris. Donc, avec notre invité qui s'appelle Monsieur Mayoyo Bitumba Tipo Tipo, nous allons parler de la démocratie consensuelle. Repenser la démocratie au Congo. Bonsoir, Monsieur Mayoyo. Bonsoir, Ambroise. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, merci monsieur. Beaucoup. Merci. Jean-Paul est avec moi à partir de Paris. Bonsoir, Jean-Paul. Mayoyo, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, bonsoir Ambroise, merci de m'avoir associé à cette initiative, à cette émission. Alors, c'est Ambroise qui a la parole. Ambroise, nous étions en train de suivre Ambroise, qui est en train de présenter. Ambroise, tu es là? Je suis là. Allez-y, on te laisse la parole, on n'a pas très bien entendu. On peut te relancer, on y va. Qui est Mayoyo Bitumba Tipo Tipo? Jean-Paul, je te laisse présenter la note biographique. Alors, nous avons la chance, fidèles téléspectateurs, d'avoir un invité particulier, Mayoyo Bitumba Tipo Tipo, qui est un membre de la diaspora congolaise en Belgique depuis 1991. Vous le savez bien, la diaspora, c'est un lieu où tout le monde n'a pas vraiment ce niveau. Et lui particulièrement déjà, diplômé d'État du collège jésuite Saint-Ignace de Kinyati, dans l'actuelle province du Kwilu, j'étais en train de dire, depuis 1976. Chez nous, on dit 76. Hein? 76. Il est doublement licencié de l'université de Lubumbashi, Inulu, en langue et littérature française, ainsi qu'en langue et littérature anglaise aussi, promotion 1984, et en 94, en 94 comme on dit, il décroche une maîtrise en coopération et développement de l'Université libre de Bruxelles. Monsieur Mayo ne s'est pas contenté des études faites en RDC, il en a poursuivi en Belgique. Sur le plan professionnel, nous pouvons dire que M. Mayo a exercé plusieurs fonctions. Au Congo, d'abord en 74, de 1974 à 1976, jusqu'en 1978, comme de 1984 et même jusqu'en 1991 à Kinshasa, d'abord au projet américain Nord Shaba. Pour ceux qui le connaissent ou qui le savent bien, à la société agricole et cotonnière de l'ex-Zaïrois Estagrico. Alors, il faut préciser qu'à l'extérieur du pays, M. Mayo a exercé des fonctions de conférencier au cycle d'information générale de l'infocycle entre 2002 et 2004, l'infocycle qui est une formation pluridisciplinaire qu'organisait depuis 4 décennies la coopération technique belge, la CTB, en Belgique même, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas l'apprennent au même moment que nous le disons. Ensuite, il faut quand même dire qu'il a entamé aussitôt une carrière de près de 20 ans aux Nations Unies, carrière entièrement dédiée aux questions de gouvernance dans des États africains en conflit ou post-conflit, et il s'est terminé par tout ça, ça s'est terminé par la retraite le 31 décembre 2023. Donc, c'est un outil. Il mélange entre la francophonie et ceux qui sont précisément les Américains, les anglophones et ainsi de suite, et les autres. Et il a eu cette expérience autour des Nations Unies. Il faut préciser maintenant, je vais vous laisser le temps d'entendre, d'écouter ce riche auteur et écrivain congolais qui parle des questions politiques, qui parle de repenser la politique ou la démocratie congolaise. Monsieur Mayo a également connu, il est connu plutôt pour ses publications, parmi lesquelles figurent des ouvrages tels que La Deuxième Guerre occidentale contre le Congo, offensive des médias et dessus des cartes, Paris, l'Harmattan, 2006, 285 pages. Comment il fait pour écrire toutes ces pages? J'ajoute un autre livre, attention,
L'ajustement politique africain pour une démocratie endogène au Congo, Kinshasa, Paris, l'Harmattan, Montréal, l'Harmattan NC, à 1999, 284 pages. Il tourne toujours autour de 280. Donc, il a vraiment avalé des livres pour aussi les vomir ainsi pour la République démocratique du Congo et tous les Africains, même l'opinion internationale. Il faut ajouter un autre livre encore, Migration Sud-Nord, Levier obstacle. Il se demande, les aéros en 1995, cette fois-ci, 167 pages. J'ai eu l'honneur de présenter un grand homme. Je laisse la place à Ambroise qui va ouvrir les hostilités pour l'entendre. À vous la parole, Ambroise. Merci beaucoup, Jean-Paul. D'abord, une petite question, M. Mayoyo Bitumba. Est-ce que vous avez ajouté par rapport à votre propre présentation? Je pense que j'ai obtenu un prix quand j'étais étudiant à l'université de Lubumbashi, parce qu'en 1984, le Rotary Club de Lubumbashi et l'université de Lubumbashi avaient organisé un concours de dissertation et d'éloquence en collaboration avec le Rotary Club de Kinshasa. Et le concours était organisé à l'intention des finalistes de l'université de Lubumbashi cette année-là. Et j'étais sorti premier lauréat. Et on avait été surnommés, moi le premier et le deuxième, des ambassadeurs de bonne volonté du Rotary Club International. Ah, très bien. Alors, vous avez publié beaucoup d'ouvrages. Jean-Paul vient de nous citer 3 seulement, dont l'ouvrage qui est intitulé « L'ajustement politique africain pour une endogène démocratie au Congo-Kinshasa ». Pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa. Pourquoi avez-vous souhaité écrire ce livre? D'abord, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il y a une grande anomalie sur le continent africain. En 1960, tout le pays africain avait accédé à la souveraineté internationale avec des institutions politiques démocratiques. Mais quelque temps après, il y a eu développement des forces centrifuges qui ont fait qu'on a mis la démocratie au frigo et on est revenu au despotisme, cette fois-ci animé par des Africains, mais assisté par des Occidentaux. Chez nous, nous avions connu ce despotisme tout au long de la dictature du président Mobutu. Et 3 décennies après, en 1990, nous nous sommes lancés dans des processus de démocratisation. Et aujourd'hui, s'il faut faire le bilan de ce processus-là, il est largement négatif. Partout au monde, quand quelque chose ne marche pas, cela impose 2 questions à l'esprit humain. Pourquoi ça ne marche pas? Ça, c'est la part du diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est la part de la solution ou du remède. Curieusement, en Afrique, ces 2 questions, on ne se les pose presque jamais. Vous ne trouverez aucun pays africain qui organise un dialogue, une conférence nationale, ou appelez ça comme vous voudrez, qui organise des assises au cours desquelles les gens réfléchissent pour savoir pourquoi la démocratie ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle marche. Alors, c'est pour répondre à ces 2 questions fondamentales que j'étais devenu un rat de bibliothèque à Bruxelles de 1996 à 1999 pour essayer de trouver des réponses à ces 2 questions. Et les résultats de mes recherches avaient été publiés dans cet ouvrage-là. Ce qui est bien pour moi, c'est que c'est un ouvrage qui fait partie de la bibliographie de certains enseignements universitaires sur la politique africaine. Et quand j'étais conférencier à Bruxelles
à l'infocycle, j'en ai aussi profité pour pouvoir partager les résultats de mes recherches sur ces deux questions-là. Voilà ce qui m'a poussé à écrire ce livre. C'est quelque chose de fondamental qu'on devrait faire dans tout le pays africain. Malheureusement, nous ne nous posons pas ces questions-là. C'est un peu comme si ce qui nous arrivait était une fatalité, alors que c'est loin d'être une fatalité. Une question, Jean-Paul? Alors, je voudrais savoir, M. Maheu, nous avons bien vu que tout part de votre questionnement personnel que vous tirez dans une vie normale d'un être humain normal. Devant un problème, il doit se demander pourquoi ceci arrive et que faire pour s'en sortir. Ce que d'aucuns appelleraient l'instinct de survie devant une situation, on doit s'interroger. Est-ce que vous dites vous-même comme ceux qui disent que les Congolais, les Africains, n'ont pas encore atteint la maturité pour parler démocratie et qu'il faille les laisser comme ça et les gérer comme on voit aujourd'hui, ça se fait. Est-ce que vous, dans votre questionnement, dans vos recherches, vous arrivez à cela? Je vais à ce niveau juste pour avoir notre public qu'il comprenne aussi. Est-ce que c'est ça que vous dites à peu près ou vous avez une autre lecture? Loin de là. D'abord, en matière de maturité, nous devons nous dire que avant l'arrivée des colonisateurs, avant l'arrivée des Européens en Afrique, les Africains avaient mis en place des États qui fonctionnaient démocratiquement. Ici, je pense que nous avons un grand problème avec la définition du mot démocratie, un peu partout en Afrique. Quand on demande aux Africains c'est quoi la démocratie, eh bien, on répète toujours cette définition, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais cette définition-là ne permet pas de comprendre la différence entre la dictature et la démocratie. Pour mieux appréhender cette différence, il faut se poser une autre question. Qu'est-ce qui est à l'origine de la démocratie? Eh bien, à l'origine de la démocratie, il y a une observation toute simple. Quand on confie une parcelle de pouvoir à quelqu'un, cette personne a tendance à en abuser. Alors, cette observation a été faite où? Elle était faite en Afrique, elle était faite en Europe, indépendamment, de manière tout à fait indépendante, sans que les Africains n'aient à rencontrer les Européens et sans que les Européens n'aient à rencontrer les Africains. Donc, tout le monde avait fait cette observation. Oui. Alors, pour que personne n'ait à abuser du pouvoir, partout, on a eu la même réponse. Alors là, vous êtes coupé, Monsieur Maheu. Monsieur Maheu, on a perdu juste, vous avez dit pour qu'on n'arrive pas à abuser du pouvoir partout, oui. Et puis je crois que les téléspectateurs n'ont pas entendu la phrase qui suivait. Si vous pouvez ajouter un peu. Non. L'observation selon laquelle quand on confie une parcelle de pouvoir à quelqu'un, cette personne a tendance à en abuser, cette observation était faite partout au monde de manière indépendante. Les Africains, sans connaître les Européens, ont fait cette observation. Les Européens, sans connaître les Africains, ont fait la même observation. Maintenant, il fallait passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que personne n'ait à abuser du pouvoir? Eh bien, que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, tout le monde a réfléchi de la même manière. Et ici en Europe, je pense que ce sont les philosophes des Lumières qui ont apporté la réponse. Et parmi ces philosophes, l'un des grands, c'est Montesquieu, qui a dit « Pour que personne n'abuse du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Eh bien, en Afrique, on a réagi exactement de la même manière. Parce que nos monarques en Afrique avaient autour d'eux ce qu'on appelait le Conseil des notables. Et le Conseil des notables avait pour rôle, d'abord, de conseiller le chef,
de le contrôler et de le contrôler jusqu'à la déposer. La belle partie, nous n'avons pas entendu. La belle partie a été coupée. Vous avez dit en Afrique. Moi, j'avais une question à vous poser, mais je vous laisse d'abord terminer. Vous avez dit en Europe, c'était Montesquieu, les philosophes des Lumières qui ont essayé de dire le pouvoir arrête le pouvoir. Oui. Mais les monarques déjà en Afrique, vous étiez en train de parler, on était coupé. Je ne sais pas pourquoi la connexion ne veut pas que nous puissions avoir de la bonne matière. Allez-y. Oui. Donc, en Afrique, on avait réfléchi de la même manière. Et quand vous voyez comment était organisé le pouvoir politique en Afrique, c'est qu'il y avait autour du monarque le conseil des notables. Et ce conseil des notables avait exactement ce rôle-là, c'est-à-dire conseiller le monarque, le contrôler et le contrôler jusqu'à la déposer si jamais il ne se comportait pas comme la société voulait que le monarque se comporte. C'est-à-dire, il y avait des contre-pouvoirs en Afrique, exactement comme il y a des contre-pouvoirs en Europe, en Occident. Voilà. Donc, tout le monde avait réfléchi de la même manière. On ne peut pas dire aujourd'hui aux Africains qui ne sont pas matures, mais le problème, ce n'est pas un problème de maturité. Le problème, c'est ce que je vais vous expliquer, parce que là-dessus, il y a une abondante littérature pour savoir pourquoi la démocratie ne marche pas en Afrique. Et même si nous n'avons pas directement accès à cette littérature-là, nous, Congolais, par exemple, le jour même de notre indépendance, le roi Baudouin nous a expliqué que nous avions un problème sérieux. Ce problème sérieux, c'était lequel? Nous avions demandé l'indépendance comme tous les autres peuples africains, sans savoir comment nous gouverner nous-mêmes dans la paix, dans la cohésion nationale, dans la dignité et dans la prospérité. Nous ne savions pas. Et qu'est-ce qu'on a fait quand nous sommes devenus indépendants? Nous avons bénéficié d'un des calques, grosso modo, de la loi fondamentale belge. Et le 30 juin, dans son discours, le roi Baudouin nous a dit ceci: il faudra adapter vos institutions à vos conceptions et à vos besoins. Pourquoi les adapter? Pour les rendre stables et équilibrés. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais fait cela. Nous n'avons jamais... Oui. Alors, je laisse Ambroise renchérir parce que là, je crois qu'on était légèrement coupé. Ambroise, quand on a des pertes de parole, il faut toujours relancer. Justement. Alors, moi j'écoute très bien M. Mayoyo. Chez moi, il y a une perte de parole. Moi, je l'écoute très bien. Alors, M. Mayoyo, avec tout ce constat que vous avez fait, si on vous demandait de présenter un système politique non partisan, basé sur les provinces, par exemple, un système politique non partisan basé sur un système politique démocratique, hein? Un système politique démocratique non partisan basé sur les provinces. Par quoi commenceriez-vous? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais renchérir sur la première question. Il n'y a pas que le roi Baudouin qui nous a éclairés sur ce que nous devions faire. 3 décennies après les indépendances, le président Mitterrand savait très bien, en convoquant les présidents africains au sommet de la Baule, il savait très bien qu'en leur disant « il est temps de démocratiser vos sociétés », il savait que nous allions commettre la même erreur qu'en 1960. Et il a clairement expliqué que la démocratie, c'est un idéal universel, mais que le chemin pour aller vers cet idéal dépend de chaque pays. Ça dépend de la culture de tout un chacun, ça dépend de la civilisation de tout un chacun, ça dépend des mœurs de tout un chacun. Et quand vous lisez, par exemple, le préambule de la Constitution congolaise actuelle, les rédacteurs avaient compris cela. Ils ont dit, nous allons faire quelque chose selon le génie propre de notre peuple. Mais quand vous allez dans le corps de la Constitution, vous ne voyez pas ces génies propres de notre peuple. Ça, c'est le président Mitterrand. Il l'a dit. Et récemment, le pape François l'a dit quand il est arrivé à Kinshasa.
Le pape a comparé, d'abord, il a dit, notre nation, c'est une bénédiction divine parce que nous avons presque tout dans ces pays. C'est un diamant de la création. Mais il nous a dit, vous savez, le même atome de carbone qu'il y a dans le diamant et qui font que le diamant brille, ce sont les mêmes atomes que vous retrouverez dans le graphite alors que le graphite est obscur. Et le pape a expliqué pourquoi les mêmes atomes de carbone font que le diamant brille alors que le graphite reste obscur. Tout cela dépend de la manière dont sont disposés les atomes. Alors, nous, Congolais, nous sommes un pays multiethnique. Mais comment est-ce que nous nous mettons ensemble? Nous nous mettons ensemble dans la conflictualité. Ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas briller quand nous sommes dans la conflictualité. C'est pour cela que donc je plaide pour une démocratie consensuelle ou consociative. Une démocratie basée non pas sur ce que nous appelons des partis politiques, et je peux vous expliquer pourquoi il ne faut pas qu'on base notre démocratie sur les partis politiques, mais une démocratie basée sur nos identités provinciales. Voilà. Ambroise, je peux poser une question? Oui. Alors, si vous dites que pas sur les partis politiques, mais plutôt sur l'identité nationale, vous êtes en train de parler du consensus chaque fois qu'il y a un problème de gestion de la chose publique. Si c'est cela que vous voulez dire, comment vous pouvez mettre ça en place? Un pays continent comme la RDC. Regardez Voilà. comme vraiment plus que la grande partie d'Europe. Hein. Dans un pays multiethnique, le premier consensus à obtenir, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait aucune composante de la nation qui domine l'appareil de l'État. Qu'il n'y ait aucune composante de la nation qui prend en otage l'appareil de l'État. Que tout le monde doit s'unir pour gérer l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle démocratie consociative. C'est-à-dire, toutes les composantes se mettent ensemble pour gérer l'État. Aucune composante ne domine les autres. Et quand je dis, ça ne sert à rien de créer des partis politiques, c'est pour une raison tout à fait simple. Quand on crée ce que nous appelons, nous, partis politiques, parce qu'en réalité, les partis politiques, il n'y en a pas en Afrique. En Afrique, ce que nous avons, ce sont un peu des choses qui appartiennent à leurs fondateurs. Ce ne sont pas des partis politiques. Alors, nous avons le PPRD et l'UDPS en RDC. Oui, ce ne sont pas des partis politiques, malheureusement. Vous verrez très bien que le PPRD, c'est la chose de Joseph Kabila. Ah oui. Et vous verrez très bien que l'UDPS, c'est la chose de Félix Tshisekedi, après avoir été la chose de son père. Vous comprenez? Il n'y a pas de parti politique. Et qu'est-ce que nous faisons comme erreur? Nous voulons ressembler aux Occidentaux. Nous créons quelque chose que nous appelons parti politique, et puis nous allons en Occident, nous empruntons une idéologie. On va se dire, bon, nous sommes libéraux, nous sommes socialistes, nous sommes ceci, mais les idéologies ne tombent pas du ciel. Les idéologies ne tombent pas de l'Occident. Les idéologies doivent naître des enjeux politiques, sociaux, économiques du pays. Les idéologies doivent naître des interactions que le pays entretient avec le monde extérieur, que ce soit des pays africains ou des pays occidentaux. Mais chez nous, nous allons prendre des idéologies des pays occidentaux et
Quand ces idéologies sont là, elles ne mobilisent personne, même pas ceux qui les importent. Alors, je m'explique. Prenez n'importe quel parti politique. Vous avez cité le PPRD, vous avez cité l'UDPS. Kabila peut se dire aujourd'hui qu'il est marxiste-léniniste, qu'il est trotskiste, qu'il est libéral, qu'il est socialiste. Cela ne changera rien à ceux qui ont intégré son parti politique. Cela ne changera rien à son fief politique. C'est pareil avec n'importe quel autre parti politique dans notre pays. Donc, les idéologies que nous importons de l'Occident sont suspendues en l'air. Elles ne mobilisent personne, alors qu'il y a des choses qui nous mobilisent. Ce qui nous mobilise, ce sont nos identités ethniques, ce sont nos identités régionales. Alors, je me dis, construisons. Ça ne sert à rien de jouer au blanc à peau noire. Essayons de construire la démocratie sur base de ce qui nous mobilise réellement, et les élites et la masse. Oui, c'est pourquoi, M. Mayoyo, c'est pourquoi je voudrais qu'on gagne le temps pour un peu aller de manière pratique à nous parler d'un système politique démocratique non partisan basé sur les provinces. Voilà. Je dis ceci, on va aux élections législatives sans parti politique. Parce qu'en réalité, les partis politiques, ça n'existe pas. Leurs idéologies, ça ne mobilise personne. Après avoir été aux législatives, dans chaque province, les élus de la province forment ce qu'on appelle le caucus. Aujourd'hui, les caucus ne font pas partie des structures officielles de notre pays. Mais dans l'informel, ça existe. Cela signifie qu'il y a quelque part un besoin de ces caucus, c'est-à-dire les élus d'une province qui s'unissent pour militer en faveur du bien-être d'abord du pays dans son ensemble et du bien-être de la province. Maintenant, quel sera le rôle du caucus? Le rôle du caucus, ce sera d'abord de sélectionner un candidat à l'élection présidentielle. Quel est l'avantage de ce système? Aujourd'hui, quand on est propriétaire de quelque chose qui est appelé parti politique, on est automatiquement candidat à l'élection présidentielle. On est automatiquement, quelles que soient les qualités de la personne, à partir du moment où il est propriétaire de quelque chose faussement appelé parti politique, cette personne est candidat à l'élection présidentielle. Vous ne voulez même pas les appeler partis politiques, vous préférez la chose. Oui, je préfère la chose. Et en attendant que le politologue invente un terme pour désigner ce que nous appelons parti politique en Afrique. Nous imitons les Occidentaux quand nous les créons. Kabila avait laissé quelques 500 partis politiques. Avec Tshisekedi, nous sommes arrivés peut-être dans les 900. Est-ce qu'on peut me citer un seul pays que nous imitons qui a autant de partis politiques? C'est pour cela que je vous dis, c'est de la rigolade, ce ne sont pas des partis politiques. Maintenant, l'avantage du système que moi je mets en place, c'est quoi? Il y a un premier filtre avant d'être candidat à l'élection présidentielle. Et ce premier filtre, c'est le caucus provincial. Dans chaque province, vous avez un candidat. Et maintenant, tous les élus de toute la province se retrouvent à Kinshasa. Et en ce moment-là, oui, nous avons 26 provinces. Les élus de 26 provinces se retrouvent à Kinshasa. Nous avons 26 candidats à l'élection présidentielle qui ont été sélectionnés par le caucus. Maintenant, les élus de toute la nation vont sélectionner 3 candidats parmi les 26. Et je vais vous expliquer pourquoi 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5. On sélectionne 3 candidats.
Les meilleurs. Oui, les meilleurs, des 26. Maintenant, ces candidats... On les sélectionne, s'il vous plaît, à ce niveau, on les sélectionne ou on passe par une élection préliminaire pour dégager les trois? On passe par une élection et les électeurs sont rien que les députés, les élus des législatives. C'est une élection indirecte. Maintenant, les trois qu'on aura sélectionnés, qu'on aura élus, nous devons résoudre avec eux des problèmes que nous avons dans nos pays. Le premier problème, c'est la protection de la souveraineté nationale. Nous voyons très bien lors des élections présidentielles en Afrique, des gens qui débarquent de l'Europe, d'un peu partout. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont eu le moyen, mais ils sont là, ils sont candidats. Et puis, nous voyons aussi que chaque fois qu'il y a élection, il n'y a pas de justice entre les candidats. Les candidats du pouvoir, ils mobilisent tout le moyen de l'État pour battre campagne, alors que les autres candidats, ils sont là à se débrouiller. Ça, c'est une injustice flagrante à laquelle nous devons mettre fin. Et comment est-ce que je voudrais qu'on mette fin à cette injustice flagrante? Les trois candidats qui auront été choisis, les meilleurs, par l'ensemble des élus des législatives, il appartient à l'État congolais de leur donner les moyens de battre campagne. Aucun candidat ne sort un seul franc congolais de sa poche. Les moyens financiers, les moyens logistiques pour battre campagne, c'est l'État congolais qui leur fournit ça. Maintenant, ils vont battre campagne et nous allons aux élections. Si, ici, en Occident, les élections présidentielles, vous avez un gagnant et vous avez des perdants, nous ne sommes pas obligés de suivre cette voie-là. Parce que cette voie-là nous crée beaucoup de problèmes. Ce qui va se passer, c'est que celui qui arrive troisième sera le président de l'Assemblée nationale. Celui qui passe deuxième sera le président d'un organe que je mets en place et qui va remplacer ce que nous appelons le Sénat. Parce que dans nos pays, le Sénat ne sert absolument à rien. Nous perdons de l'argent inutilement. Maintenant, le premier sera le président de la République. Venons à l'organe que je veux créer à la place du Sénat. Je l'appelle Conseil des notables. Qui est membre du Conseil des notables? Ce sont toutes les personnes qui ont été élues candidats à la présidentielle au niveau de province. Tous, ils sont là. Évidemment, dans la province où vous avez quelqu'un qui sort président de la République, il faudra repêcher celui qui était second. Dans la province où vous avez quelqu'un qui sort président de l'Assemblée nationale, vous faites la même chose et même, pareil en ce qui concerne le Conseil des notables. Maintenant, nous avons 26 notables au total. Nous avons 26 notables. Nous pouvons même agrandir cela et dire il y aura 2 notables par province. On prendra donc celui qui est passé premier et celui qui est passé deuxième. On peut même aller dans le gender et dire, bon, s'il y avait une femme, quel que soit son ordre d'arrivée, celle qui est arrivée première femme, cette première femme va rejoindre le Conseil des notables. Nous avons le Conseil des notables. Maintenant, qu'est-ce qui cause problème en Afrique? Ce qui cause problème, nous l'avons dans notre Constitution. Si vous allez dans le préambule de la Constitution, laissez-moi le chercher. Oui, allez-y. Oui. Dans le préambule de la Constitution, il est clairement écrit ceci, je cite. Considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes,
sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Fin de citation. Ceux qui ont rédigé notre Constitution, ils savaient où étaient les problèmes. Mais vous pouvez parcourir le corps de notre Constitution, vous ne trouverez nulle part la moindre disposition pour barrer la route à tous ces fléaux qui sont cités ici. Nulle part. Et c'est comme ça que vous voyez le président africain nommer les membres de leur ethnie à tous les niveaux de pouvoir. Et quand il nomme des membres de leur ethnie, quand il nomme des clients, eh bien, pratiquement tous les hauts commis de l'État sont assis. Donc, ils sont redevables au président de la République. C'est comme ça que le président de la République se confond à la nation. L'État, c'est lui. La loi, c'est encore lui. Donc, nous sommes dans le schéma de Léopold II, nous sommes dans le schéma de Mobutu. Rien de substantiel n'a changé avec cette disposition-là. Il n'y a pas... Donc, c'est lui qui nomme tout le monde. Alors, nous allons changer cela. Comment est-ce que nous allons composer les corps constitués de l'État? Dans la nomination, il y a deux choses. Il y a la sélection et puis la nomination. Je propose qu'on retire au président de la République le droit de sélectionner les personnes qui doivent être nommées à tous les niveaux de pouvoir. Prenons le gouvernement. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, tout comme hier sous Kabila, est-ce que nous, peuple, nous savons comment est-ce qu'on devient ministre, par exemple? Est-ce que nous savons comment est-ce qu'on est sélectionné pour devenir PDG dans telle entreprise? Est-ce que nous savons comment est-ce qu'on est sélectionné pour devenir ambassadeur? Nous ne le savons pas. Et puisque nous ne le savons pas, eh bien, c'est la foire dans cette sélection. On peut être sélectionné par le président de la République lui-même, on peut être sélectionné par un membre de sa famille biologique, on peut être sélectionné par un ami, on peut même être sélectionné par quelqu'un qui n'est pas congolais, un président de la République d'un autre pays africain qui dit « Ah mon cher, j'ai tel type, est-ce que tu ne peux pas lui donner du travail ?» Voilà, c'est la jungle. Alors, essayons d'être civilisés, mettons fin à cette jungle-là. Alors, comment est-ce que moi, je voudrais que nous devenions civilisés? Au gouvernement, par exemple, vous voulez devenir ministre, vous allez au caucus de votre province et vous déposez votre candidature. Ah, c'est eux qui vous choisissent. C'est eux qui vous choisissent. Mettons, par exemple, nous devons avoir 2 ministres par province. 2 ministres, un homme et une femme. Oui. Eh bien, ils sont choisis par le caucus de leur province et non par le président de la République, non par un membre de la famille du président de la République, non par un ami. Hein, il n'est pas choisi parce que c'est une copine du président, c'est une copine du frère du président, ainsi de suite. Mettons de l'ordre dans ces choix-là, mettons de l'ordre dans ces sélections. Parce que ce que nous devons viser, c'est de casser le clientélisme, c'est de casser le népotisme, c'est de casser le régionalisme et le tribalisme. Parce qu'on ne va pas lutter, continuer à lutter contre ces fléaux en disant « abat le tribalisme ». Ça ne marche pas. Il faut des mécanismes appropriés pour lutter contre tous ces fléaux. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on sélectionne les gens. Et le président de la République, d'abord, le président ne sera pas une institution à lui seul. L'institution, ce sera la présidence de la République. Les caucus sélectionnent et le président de la République va nommer. On peut lui laisser la liberté de placer ceux qui ont été sélectionnés comme bon lui semble. Maintenant, prenons des institutions comme l'armée nationale, la police nationale. Pourquoi est-ce que les présidents africains sont si puissants alors que nos pays sont si
si faible. Vous savez très bien que ce qui est arrivé aux États-Unis, par exemple, Donald Trump a contesté les résultats des élections. Oui. Est-ce que vous avez vu Donald Trump instrumentaliser l'armée, instrumentaliser la police? Ce n'était pas possible. Il n'a instrumentalisé que ses partisans. Oui. Alors qu'en Afrique, quand un président conteste les résultats des élections, qu'est-ce qu'il instrumentalise? La police, l'armée, tout simplement parce que dans tous ces corps constitués de l'État, il a des clients. Alors, arrêtons le clientélisme par des mécanismes appropriés. Et nous ne pouvons l'arrêter que si nous arrachons au président de la République le pouvoir de sélectionner ceux qui doivent être nommés dans le corps constitué de l'État. Maintenant, je vous ai parlé de l'organe que je veux créer, le Conseil des notables. À quoi servira le Conseil des notables? 3 minutes pour que Jean-Paul pose cette question. Oui. Dans les structures actuelles, c'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Cette disposition est d'une très grande naïveté. Nous savons très bien qu'en Afrique, le poste de président de la République, c'est celui qui présente le plus grand potentiel de prédation. Personne d'autre ne vole plus que le président de la République dans nos pays. Partout, c'est la même chose. Le président de la République détourne des deniers publics de plusieurs manières. Il peut le faire à travers le Premier ministre, il peut le faire à travers les ministres, il peut le faire à travers les PDG. Nous devons arrêter cette histoire. Donc, quand vous faites du président de la République les garants du bon fonctionnement des institutions, eh bien, vous vous faites du tort en tant que nation, parce que le président de la République, en ce moment-là, il est en même temps juge et partie. Qui va être le garant du bon fonctionnement des institutions? C'est le Conseil des notables. C'est au Conseil des notables qu'on va contrôler tout le monde, y compris le président de la République. Parce que dans le cadre des institutions actuelles, il n'y a aucun contrôle effectif sur le pouvoir du président de la République. Nous devons mettre fin à cela. Jean-Paul, une question? Je voudrais, merci déjà pour cette démonstration de votre pensée qui est très séduisante, il faut le dire. Hein? C'est particulier. On n'a pas des invités de cette carrure régulièrement, il faut le reconnaître. Et puis, ce qui est bon, je l'apprécie, Ambroise, c'est mon commentaire, vous ne vous attaquez à aucun président d'une république, vous vous attaquez à aucune personne, vous pensez… Il reste scientifique, hein? Il reste scientifique. Réorganisation de la cité, repenser la démocratie congolaise. Alors, si vous le dites ainsi, parlons du Congo. Merci déjà pour cette neutralité, mais cette profondeur dans la pensée, dans la production scientifique. Aujourd'hui, si on doit faire ce que vous dites, je vois l'intervention du Parlement. Il faut légiférer absolument pour mettre en place tout cela. Seriez-vous partant pour la révision constitutionnelle à RDC dans ce cas-là? Il y a deux choses. Nous devons faire la différence entre ce que moi je dis, c'est-à-dire le besoin de refonder l'État en Afrique, et ce qui se passe dans nos pays. Depuis que nous avons lancé ce processus de démocratisation, il y a un nouveau fléau qui s'est abattu sur les États africains. Oui. Ces nouveaux fléaux, ce sont les révisions intempestives de la Constitution. Si vous allez dans l'Union africaine, il y a une charte de la démocratie, de la gouvernance et des élections qui interdit les révisions intempestives de la Constitution. Il y a même des sanctions pour cela. Mais l'Union africaine, vous savez, est à l'image des pays africains. On a des bonnes politiques, mais les mettre en place, ça ne marche pas.
quand vous voyez un dirigeant qui ne sait même pas motiver le changement de la Constitution, aujourd'hui il raconte ceci, demain il raconte autre chose, dites-vous bien que ce dirigeant veut revoir la Constitution pour remettre à zéro le compteur des mandats présidentiels et s'éterniser au pouvoir. Voilà. Et s'éterniser au pouvoir. Et c'est ce que nous faisons en Afrique, malheureusement. On vient avec des raisons qui ne tiennent pas debout et on dit, voilà, on va changer. Maintenant, ce que moi je propose... Allons-y au pays de Lumumba, particulièrement, parce que ce que vous dites appelle à avoir le soubassement juridique qui nous viendrait du Parlement, donc de la révision quand même des textes, la loi sur les partis politiques, la loi sur l'organisation des provinces, et ainsi de suite. Est-ce qu'on n'est pas obligé de le faire quand même? Non, on ne doit pas le faire parce que si on le fait dans ce contexte-là, on se fait piéger. Il faut le faire quand? Quand, par exemple, la nation a décidé d'un dialogue national pour avoir un autre ordre politique. Quand la nation est en conférence et se dit, voilà, bon, nous allons mettre en place un parlement de transition. Et ce parlement de transition, il y aura autant de membres dans chaque province. En ce moment-là, vous pouvez commencer cette réflexion. Et vous commencez cette réflexion dans quel contexte? Dans un contexte où vous dites, pendant la période de transition, ceux qui gèrent la transition ne peuvent pas être candidats aux prochaines élections. En ce moment-là, vous vous donnez une chance. Mais si vous allez dans ces assises en vous disant, bon, ceux qui sont dans la transition pourront aussi concourir à l'exercice du pouvoir, en ce moment-là, les dés sont pipés. Donc, le Parlement actuel ne peut pas faire ce travail-là. Il sera biaisé. Et puis, j'aimerais revenir à ce que tu as dit, Jean-Paul. Tu m'as félicité tout à l'heure en me disant, voilà, vous ne pointez du doigt aucun dirigeant. Mais c'est ça l'erreur que nous commettons depuis 1960. Depuis 1960, au lieu de réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir des institutions qui nous permettent d'être gouvernés dans la dignité, dans la cohésion nationale, dans la prospérité, nous pointons le doigt à celui qui est au pouvoir en ce moment-là. Ah, notre problème, aujourd'hui on dirait c'est Tshisekedi. Notre problème c'est Kabila. Mais nous avons dit ça de Mobutu. Nous avions dit notre problème c'est Mobutu. Mobutu est parti, il a sombré corps et bien. Est-ce que le problème que nous avions à l'époque de Mobutu ont disparu? Non. Et certains de ces problèmes, aujourd'hui, ils sont vraiment, ils ont explosé. Ils se sont amplifiés. Ils se sont amplifiés. Donc, nous commettons une grosse erreur. Au lieu de réfléchir sur les mécanismes qu'il nous faudrait pour être mieux gouvernés, nous nous accusons mutuellement. Et vous verrez, dans tout le forum de discussion des Congolais, vous trouverez rarement des intellectuels qui réfléchissent sur les institutions. Alors, il y a toujours cette vision manichéenne. Ah non, Kabila ceci. Ah non, tu sais que c'est là. Ah non, Katumbi ceci. Nous perdons notre temps et notre énergie parce qu'il n'y aura rien de bon dans tout cela. Et j'ai l'habitude de dire, normalement, le pays africain comme le Congo sont comparables à un véhicule en panne. Au lieu d'amener le véhicule au garage pour que les professionnels de la pensée réfléchissent et se disent comment est-ce que nous allons construire la démocratie, qu'est-ce que nous faisons? Nous changeons chaque fois de chauffeur. Nous allons d'une élection à une autre, on change de chauffeur, et les résultats restent les mêmes. Et nous sommes surpris que les résultats soient les mêmes. Monsieur Maillot, pendant que dans cette émission, l'Est RDC est pris par le Rwanda à travers ce qu'on appelle ses supplétifs ou ceux qui sont avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous demanderiez, par exemple, au président Tshisekedi de profiter du moment pour passer vers un dialogue
Et dialogue, à partir de ce justement, dialogue, et on s'est repensé la République. repenser la démocratie. Il faut le dialogue, il faut repenser la démocratie. Mais pour repenser la démocratie, il faut déjà être outillé. C'est ça le problème que nous avons. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, quand on élabore une constitution en Afrique, les experts, c'est qui? Ce sont les professeurs d'université des droits constitutionnels. Ces professeurs d'université des droits constitutionnels, qu'est-ce qu'ils étudient en droit constitutionnel? Ce sont les constitutions occidentales. Mitterrand l'a dit en 1990, la France ne peut pas imposer sa constitution à quelque État que ce soit. Parce que chaque peuple doit savoir comment se gouverner. Mais pratiquement partout en Afrique, nos constitutions, la base, c'est la constitution de la Ve République française. Comment voulez-vous avancer? Donc, nous avons des experts qui n'ont rien d'expert. Absolument rien d'expert. Et j'ai un exemple là-dessus. Quand j'ai travaillé pour les Nations Unies en République centrafricaine en 2015, j'étais le point focal lors de l'élaboration de la constitution de ces pays. Et pour l'élaborer, le Parlement de transition avait demandé que les Nations Unies recrutent 2 consultants qui sont des experts en droit constitutionnel. On a recruté une dame centrafricaine, on a recruté un professeur béninois. Quand ils sont venus et qu'ils ont fait ce travail-là, moi j'ai dit à ma hiérarchie, la nouvelle constitution centrafricaine ne peut pas permettre à ces pays d'être gouvernés démocratiquement. Mais les 2 experts étaient contents. Ils ont dit non, on a mis là-dedans des éléments de la constitution du Bénin, tout ça, ça ira très bien. Cette fois-ci, la Centrafrique a pris son envol. Et vous savez ce qui est arrivé? L'expert du Bénin est rentré au Bénin, il est devenu candidat à l'élection présidentielle. Comme il avait fait beaucoup de bruit. Il est devenu candidat à l'élection présidentielle. Ah oui. Et comme il avait toutes les chances de réussir, parce que c'était un homme qui avait de la prestance, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Patrice Talon a revu les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Et en Afrique, comme le président de la République sont des électrons libres dans ce sens qu'il n'y a aucun contre-pouvoir face à eux, et il a réussi. Pour devenir candidat, il fallait être parrainé, 10% de parrainage des élus. Où est-ce que vous allez avoir ça quand vous êtes un adversaire du président de la République? Impossible. Impossible. Non seulement il n'a pas eu ce parrainage, mais comme il avait fait beaucoup de bruit, le président a instrumentalisé la justice, il l'a jeté en prison. Jusqu'aujourd'hui, il est en prison, depuis 2022. Vous comprenez? Voilà. C'est un expert qui disait, professeur de droit constitutionnel, qui est venu même à Kinshasa faire du boucan comme quoi la constitution du Bénin, c'est l'une des meilleures. Tous les autres pays africains vont imiter ça et ça ira. Donc l'Afrique a pris son envol, la démocratie va s'asseoir. En Centrafrique. Que souhaitez-vous dire par là? Donc il faut Ce sélectionner. que je souhaite dire par là. Oui. Ce que je souhaite dire par là. Je vais terminer parce qu'en Centrafrique, il y a eu aussi la même chose. L'experte centrafricaine, professeure d'université, elle est devenue présidente de la Cour constitutionnelle. Quand le président a voulu réviser la Constitution pour s'octroyer un 3e mandat, elle a dit niet. Et ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que le président l'a écarté pour être remplacé par quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir face au pouvoir qui sont détenus constitutionnellement par le président africain. C'est pour cela que ça ne marche pas. Alors, il faut apporter un contre-pouvoir costaud, et ce contre-pouvoir costaud que moi j'apporte, c'est le Conseil des notables. Il faudra que le Conseil des notables... Oui. Non, la question concernait la rédaction d'une nouvelle constitution, s'il y a un dialogue
ici au Congo et qu'il y a une nouvelle constitution. Qui devrait rédiger cette constitution? Parce que vous en avez marre apparemment avec les professeurs de droit constitutionnel. Oui, ils ne sont pas outillés pour cela. Ils ne le sont pas. Il faudra donc faire venir le plus de monde possible. Je vais vous donner un exemple bête. Les États-Unis, quand ils deviennent indépendants, ils s'empressent de rédiger une constitution. Les articles de la Confédération et de l'Union permanente. Nous sommes en 1777. Cette constitution a fonctionné pendant 8 ans. Le temps pour les hommes politiques de se rendre compte que les choses ne marchaient pas bien. Il y avait des juristes, des professeurs d'université qui étaient là aussi comme spécialistes. Les choses ne marchaient pas. Ils ont convoqué la Convention de Philadelphie. Et cette fois-là, ils ont eu parmi les participants une personne ressource d'une intelligence remarquable. C'est James Madison Jr. Il n'était pas juriste. Son avantage, il avait très bien lu les travaux des philosophes des Lumières sur la séparation et l'équilibre de pouvoir. D'abord, la Convention était convoquée pour réviser la Constitution, mais il a vite compris que ça ne servait à rien de réviser la Constitution. Il fallait rédiger une nouvelle Constitution. Et cette Constitution, elle n'a pas pris une seule ride, c'est celle dont les Américains se servent jusqu'à aujourd'hui, après avoir eu une vingtaine d'amendements seulement. C'est comme ça qu'aux États-Unis, James Madison Jr. est reconnu comme le père de la Constitution américaine. Il n'était pas juriste, il n'était pas professeur de droit constitutionnel. Donc, pour savoir rédiger une bonne constitution en Afrique, pour savoir mettre des freins réels aux immenses pouvoirs détenus par nos présidents, il ne faut pas être... On n'est pas obligé d'être constitutionnaliste. Mais non, les constitutionnalistes peuvent travailler le langage. Okay. Mais les freins pour pouvoir coincer le président de la République, il faut les trouver ailleurs. Et moi, je vous dis, le meilleur des freins, ce sera le Conseil des notables. Le Conseil des notables qui aura pour mission de contrôler tout le monde, d'être responsable du bon fonctionnement des institutions, y compris à la présidence de la République. Ce sera le Conseil des notables qui va voir. Nous avons à la présidence, par exemple, 500 fonctionnaires. D'abord, les présidents africains, quand ils arrivent comme présidents, ils prennent autant de conseillers qu'ils veulent. Le poids de ce qu'ils font sur les finances du pays, ils s'en foutent. L'essentiel est de donner du travail à des amis, à des frères, à des cousins, à des neveux, ainsi de suite. Mais là, compris. On va les bloquer par le Conseil des notables. Alors, voilà. J'ai compris, monsieur Mayoyo. On a déjà pratiquement fait 1 heure d'enregistrement. Je pensais en faire 50 minutes. On a déjà développé les 10 minutes. Je voudrais laisser à Jean-Paul poser sa dernière question et puis on va clôturer. On va y aller mollo. On aura une 2e émission parce que la matière est très intéressante. On aura une 2e, 3e émission, continuer comme ça pour parler de la manière dont il faut repenser la démocratie. Ambroise, moi je suis d'accord que nous gardions M. Mayoyo, qui est très profond, pour une série d'émissions. En une émission, on ne peut pas éviter. Parce que ça, c'est un problème de substance même de la RDC. Et nous sommes justement devant ce problème. On parle tribalisme, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui avons épousé au Katanga, qui sommes de Kansai? Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui est de Goma, qui a une femme de Bandundu? Quand vous lui dites tribalisme, mais comment le terminer? Personne ne nous le dit. Au moins, lui nous le dit. Alors, je me dis, au lieu de lui poser une question, je préfère juste plaider pour que, tout de suite, très rapidement, que nous planifions d'autres émissions et je te laisse à toi poser. Je préfère pas que tu poses la question pourvu qu'on laisse le temps de conclure et qu'on revienne prochainement. D'accord. Alors, moi, la dernière question que je vais poser à M. Mayoyo, avec sa démocratie endogène, consensuelle,
vous avez parlé au début de 3 candidats présidents de la République. Ce sera la dernière question. Oui. Et vous dites que ces 3 candidats présidents, personne ne va perdre l'élection. Oui. Pourquoi voulez-vous qu'ils perdent? Si en Occident, il y a des perdants, eh bien, tant mieux pour eux. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous avons des problèmes qui nous sont propres, que nous devons régler. Et nous devons les régler par des mécanismes appropriés. Et là, je viens avec un mécanisme approprié. Ils ont été élus candidats à l'élection présidentielle au niveau de leur province. Ils sont élus candidats à l'élection présidentielle au niveau de tous les élus des législatives du pays. Ce sont des personnes ressources que nous devons utiliser. Nous les utilisons comment? Celui qui sera 3e président de l'Assemblée nationale, celui qui sera 2e président du Conseil des notables, celui qui sera 1er président de la République. En ce moment-là. Et cette Assemblée nationale, vous la voulez avec combien de gens? 500 toujours? 500 élus? 500 élus. Je n'entre pas dans ces détails-là. Oui. Il y a tellement de la matière. Même pour démettre un ministre, je prévois des mécanismes appropriés. Vous savez, pendant le régime Mobutu, quand on démettait un ministre, il y avait toujours la même formule consacrée. Manquement grave à la discipline du parti. Vous comprenez? Même s'il y avait une histoire de femme, on se dispute une femme, voilà, manquement grave à la discipline du parti. Non. Cette fois-ci, le président de la République n'aura pas le droit de démettre les gens comme il l'entend. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On a totalement débordé M. Mayoyo. On vous laisse le temps de donner votre mot de la fin avant qu'on se donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Le mot de la fin, c'est que le problème que nous avons, d'autres les ont connus au monde. Je peux vous citer l'exemple de la Belgique où je me trouve maintenant. Les Belges, les Hollandais et les Luxembourgeois, ils étaient dans un seul et même pays, le Royaume-Uni des Pays-Bas. Dans ce pays, il y avait plusieurs ethnies. Il y avait les Hollandais qui étaient protestants. Il y avait les Belges qui étaient catholiques. Mais l'appareil de l'État était dominé par les Hollandais, qui étaient de surcroît minoritaires. Vous comprenez? Personne n'aime être dominé. Les Belges ont fait leur révolution et se sont détachés du Royaume-Uni des Pays-Bas. La Belgique est née. Mais quand la Belgique est née, même problème. Ils ont oublié qu'en Belgique, il y avait 2 grandes ethnies, les Wallons et les Flamands, et que chaque ethnie ressentait fortement son identité. Au lieu de mettre en place un vivre ensemble qui tienne compte de cette réalité, ils ont été en France, ils ont copié la Constitution française. Eh bien, pendant 162 ans, les Wallons ont dominé l'appareil politique de la Belgique. 162 ans. Et quand les Flamands, qui au départ étaient minoritaires et moins riches que les Wallons, vont devenir majoritaires et plus riches que les Wallons, le nationalisme flamand va se sentir pousser des ailes. Et la Constitution sera révisée pour s'adapter à la composition ethnique du pays. C'est le travail que nous devons faire dans nos pays. Adapter la Constitution au tissu social de notre pays. Si nous ne le faisons pas, dans tout le pays africain, vous trouverez toujours le membre de la famille du président, des membres de l'ethnie du président. Ils accaparent le poste au sein de l'État. C'est ce qu'on appelle le phénomène du national-tribalisme. Et ce phénomène existe dans tous les États. Il est plus ou moins accentué d'un État à un autre. Il est dans un même État, plus ou moins accentué d'un régime à un autre. Pour mettre fin à cela, nous n'avons pas besoin de slogans. Nous avons besoin de mécanismes appropriés. Et ces mécanismes appropriés,
C'est ce que moi j'ai trouvé. On peut revenir là-dessus plusieurs fois pour mieux expliquer aux Congolais. Et aujourd'hui, les derniers mots de la fin, nous avons tous la preuve que ceux que nous prenons pour des experts en matière d'élaboration de constitutions ne le sont pas. Pourquoi? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu combien de constitutions différentes? Plus d'une dizaine. Alors, où est leur expertise? Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons réinventer la démocratie dans nos pays et ne pas copier bêtement les Occidentaux. Nous ne sommes pas nés pour être des suiveurs. Nous sommes des êtres humains dotés d'intelligence. Nous devons utiliser cette intelligence pour mettre en place des appareillages politiques qui feront que le président de la République ne va plus considérer notre pays, quel que soit son comme sa propriété, comme sa ferme, comme le faisait donc Léopold II. On doit pouvoir le contrôler. Est-ce que vous trouvez normal, dans tous les pays africains, un président veut avoir un avion, c'est le montant que lui il veut investir là-dedans qu'il va trouver. Cette fois-ci, le conseil des notables sera là. Vous voulez un avion? Oui. C'est à nous de décider. Et quel type d'avion il te faut? Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mayoyo Bitumba Tipo. Je pense que Jean-Paul vous a bien présenté au début de cette émission. Il y a une note biographique qui est très longue. Jean-Paul, est-ce que tu peux rappeler juste quelques données de notre invité pour que ceux qui nous ont pris en cours de diffusion connaissent de qui il s'agit? Alors, j'ai essayé de rappeler que doublement licencié, Monsieur Mayoyo Bitumba Tipo de Lubumbashi, pour tous les cas à part, vous savez bien, il est licencié de l'Université de Lubumbashi en langue et littérature française ainsi qu'en langue et littérature anglaise, promotion 1984. Et il a décroché une maîtrise en coopération et développement à l'ULB en 1994. Chez nous, on dit 94. Oui. Il faut aussi le dire que sur le plan professionnel, il a exercé plusieurs fonctions au Congo d'abord, ainsi de suite. Et même, il a été aux Nations Unies. Au Congo, déjà, c'est Estagrico, comme on le dit. C'est l'Est zaïrois, cotonnière, la société agricole cotonnière de l'Est zaïrois. Mais à l'extérieur du pays, il a été d'abord conférencier au cycle d'information générale de l'Infocycle entre 2002 et 2004. L'Infocycle qui est, comme nous l'avons rappelé, une formation pluridisciplinaire qu'organisée de coopération technique belge. La coopération technique belge, la CTB. Merci. Et il faut aussi dire qu'il a entamé aussitôt une carrière de près de 20 ans aux Nations Unies. Donc, c'est un outillé de la politique internationale quand même. Merci, Jean-Paul. Les détails, en fait, c'est trop riche. On ne saurait pas continuer. Merci pour ces quelques éléments de la biographie de notre invité. Il a écrit plusieurs ouvrages. Oui. Aujourd'hui, on parlait de l'ajustement politique africain. Pour une démocratie endogène. Oui. Au Congo, ça. Donc, merci à vous, Monsieur Bitumba Tipo, d'avoir été notre invité. On va vous retrouver prochainement. C'est à moi de vous remercier tous les deux. Merci. Jean-Paul, on garde Monsieur Bitumba pour la fois prochaine. Parfait. Merci. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Salut.